Bien. Bien. Le chapitre 5. Alors, le chapitre 5, la Terre des Morts. L'hiver 2524 à l'automne 2525. C'est presque un an. Hein. C'est presque un an de guerre intensive. Et surtout, là, on passe le cap des 2525. 2525 étant vraiment quasiment la dernière date du jeu. Hein. Il n'y a que l'élite sur le chat. C'est ça. Il n'y a que les passionnés. Mais c'est gentil, on s'en fout. Les autres sont peut-être en vacances, ne vous inquiétez pas. Moi, ça me fait plaisir que vous soyez là. La durée hein, de cette guerre est pour moi déjà là un gros souci. Voilà. Parce que ça aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Ça aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Mais pour éviter que le roman stagne en fait. Parce que finalement, en fait, cette fin des temps, c'est terrible, hein, mais cette fin des temps, elle se passe en 2 ans. Même pas en 2 ans, en 1 an presque. On est d'accord que Nagash a déjà ressuscité. Oui, tout à fait, Metallic, oui, tout à fait. Mais, on est après la résurrection de Nagash, après le sacrifice de Aliatra et des autres réceptacles. On est même après la disparition de l'empereur. Enfin, on est pendant la guerre contre le Nord, quoi. On est en l'instant. Il est Stali bretonien, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Pas sûr de finir le live, Zadibou. Ah ah. Il paiera avec Twitch donc pour dire ah bah désolé, Zadibou. Ça va très vite déraper, ça va très vite déraper. Chapter 5 Auditors, c'est ça, exactement. Salut Shagonval, j'espère que tu vas bien. Il y a aussi ceux qui ont préparé une tombe pour le jeu pour mieux relever les armées. C'est à peu près ça. En fait, là, le contexte qu'on va avoir, je vous rappelle donc au contexte, on va pas parler du Nord, hein, on va pas parler des impériaux, des Bretoniens, des orques, des gobelins, des ogres, du chaos, etc. On va pas du tout en parler ce soir. On va parler de tout ce qui se passe au sud. On va parler de l'assaut que Settra a senti venir depuis très longtemps maintenant, depuis quelques années déjà, 3-4 ans, ce qui est assez long hein, dans la fin des temps. Et surtout de la guerre, de la vengeance de Nagash. Il est réincarné. Il a réussi à se stabiliser, je vous rappelle, parce qu'il est réincarné, pardon, mais il est réincarné moyen. Hein, c'est pas super comme il a été réincarné parce qu'il n'est pas totalement, reconstruit. Merci Chris Elias, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue parmi nous. Nagash a été sustenté, on va dire, il a évité d'exploser. En fait, je vous rappelle qu'il a voulu devenir lui-même le vent de la mort pour tuer les dieux du chaos. Vu qu'il n'était pas parfait, sa résurrection c'était celle imparfait, il a failli péter. Il a libéré le vent de la mort absolument partout dans le monde, ça a relevé des morts. Ces morts n'avaient pas de maître, ils se sont fait défoncer, mais il a gagné une armée colossale d'un seul coup. Il a tué les elfes qui l'empêchaient de se régénérer, etc. Et surtout, Neferata lui a permis de boire l'âme de Valaya. Me demandez pas comment ce mec imparfait entre guillemets a réussi à avaler la déesse protectrice des nains. En tout cas, l'émanescence de pouvoir de Valaya. Donc Nagash est entre guillemets stabilisé, mais il n'est pas son projet final. Il n'est pas lui-même le vent de la mort. C'était ce qu'il voulait depuis le début. Il voulait devenir un dieu. Il l'a eu à la paille, à peu près comme ça. Et en fait, là, l'histoire va commencer à Nagashizar, début du chapitre 5. C'est-à-dire que depuis qu'il s'est réincarné, Nagash, il n'est pas resté en Sylvanie. Il a nommé ses Mortarques, il a nommé ses fameux lieutenants. Il en a envoyé au nord pour tenir la ligne et éviter que le chaos ravage le monde, parce que vu qu'il n'est pas prêt, lui, il ne veut pas que le monde soit détruit avant que lui soit prêt. Il a des pouvoirs en scénarium, Nagash. Tu vas voir, Quentin, que oui. Et il a donc envoyé au nord Arkon, Wallach Arkon, le chef des Chevaliers de Sang, qui, je le rappelle bien, est passé au chaos. Ça, non pour moi, mais non, bref. Il a envoyé également au nord le fameux Sans Nom, hein, une créature nécrarque ultra puissante en termes de magie. Et surtout, il a envoyé au nord Vlad von Karstein, qui connaît très bien l'Empire et qui veut défendre l'Empire en principe pour pouvoir, lui, s'il réussit à tenir le nord, il lui rendra Isabella. Il réinvoquera Isabella. Salut Avoc, bonsoir. C'est celle dans des bêtises. Exactement, Tom. Et Nagash, sachant que le nord sera tenu par les forces impériales, les nains, les survivants qui se lévitent, qui sont totalement absents du roman, et ses forces mort-vivantes, commandées par Vlad, lui, il descend au sud. Nagash, il descend au sud, il retourne à Nagashizar pour refaire ses forces, parce que comme je l'ai dit, il est imparfait. Il est accompagné de Neferata, de Manfred von Karstein, il est accompagné de Dieter Elsnitch, qui est un nécromancien ultra puissant, il est accompagné de Krell, qui est aussi un Mortarque maintenant, il est élevé au rang de Mortarque, et il en a un dernier.
Il en a 5, 6, 7, 8, il m'en manque un. Ils sont 9. Arcane, je suis con. Il part avec Arcane, bien sûr aussi, évidemment, hein, son plus fidèle et loyal serviteur. Et il y en a un dernier qui n'est pas encore là, qui est le seul qui n'est pas encore dans le vieux monde. Ce n'est rien plus ni moins que Luthor Harkon. Luthor Harkon qui est devenu, on ne sait pas vraiment comment, il est devenu le roi de la piraterie côte vampire. Il est devenu autoproclamé le roi de tous les côtes vampires. Donc là, Nagash, il part attaquer la Terre des Morts avec toutes ses forces sauf 3. Il part avec 2 tiers de ses forces, 2 tiers de ses lieutenants et quasiment tout ce qu'ils peuvent amener avec lui. Il abandonne littéralement Nagashizar, hein, il la laisse à l'abandon. Pour lui, ce qu'il veut, ce bon vieux Luthor, ouais Grumpy, hein, je sais, il t'a échappé, t'inquiète, tu le retrouveras peut-être. Il part au sud pour abattre ses pires ennemis et surtout, c'est pas vraiment pour tuer les rois des tombes qui descendent Nagash. Au final, les rois des tombes ne sont qu'un problème. Ils ne sont qu'un mur devant lui pour atteindre son objectif. Son objectif, ce que veut absolument Nagash, bien évidemment, c'est récupérer sa fameuse pyramide noire. La fameuse construction hein, qu'il a réalisée. Il veut son réceptacle. Il veut s'introduire à l'intérieur de sa pyramide noire. Et à l'intérieur, il fera un sortilège, une espèce d'incantation qui fera de lui ce qu'il attend depuis toujours, le fait de devenir un dieu. Mais le souci, c'est que cette pyramide noire, elle n'est pas n'importe où, hein. Elle est à Khemri. Elle n'est pas genre dans la région de Khemri. Non, 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 elle est à Khemri, dans Khemri. C'est un problème. La mer noire, c'est ça. Donc, Nagash, vu qu'il va devoir attaquer Khemri, et qui est à Khemri en ce moment, c'est Settra, Settra's Revenge, exactement. Settra va s'opposer à cela. Settra est l'un des rois les plus hautains qu'il peut imaginer. Il est très très fier de sa propre personne. Il est le roi des rois, hein, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Et il ne baissera pas les chines face à Nagash. Settra a peut-être perdu des batailles, mais il n'a jamais perdu une guerre. C'est vraiment ce qui est décrit dans le personnage. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le roman. Et Settra a donc, et ça je vous le rappelle, c'est avant même tous les événements que je vous ai parlé, c'est dans les tout premiers streams qu'on a parlé de ça. Donc avant même qu'on soit en 2524, 2523 et 2522, Settra a convoqué les prêtres du culte mortuaire et leur a dit « Réveillez-les tous ». Et les prêtres ont fait « Mais comment ça tous? Tous les rois? Réveillez-les tous ». Parce que Settra sait ce qu'il attend. Settra sait ce qu'il attend. La plus grande invasion que Nehekhara n'ait jamais connue. Il va relancer son sort pour transformer toute la planète en mort-vivant. Non, là, il n'en est plus à ça. Ce qu'il cherche, Nagash, c'est véritablement devenir un dieu. Mais d'un dieu au-delà de ce temps, au-delà de ce monde. Logiquement, c'est une armée invincible. Les deux, techniquement, sont des armées invincibles. Déjà, rappelez-vous qu'on est à la tempête du chaos. On est littéralement dans une tempête de magie perpétuelle. Le monde est en train de changer. Les vents de magie sont des bourrasques totales. Même Nehekhara, qui ne connaît que très peu de magie à la base, est balayé par les vents. Et surtout, les armées commandées par Settra des Rois des Tombes sont surentraînées. Elles sont soumises à Settra, hein, malheureusement pour l'image que les Rois des Tombes ils ont du fait qu'ils sont tous un peu rebelles, ils sont tous neutres techniquement, ils sont ni du bien ni du mal. Bah, ils sont soumis à Settra, quoi qu'il arrive. Si Settra te dit quelque chose, tu le fais, sinon il te tue. Et en face, vous avez Nagash, héros de la mort, héros AUT, hein. Il commande aux plus puissants magiciens, nécromants, vampires du monde de Warhammer. Et ils partent en mode assaut. Pour une fois, des armées morts-vivants avec des limites. Ça va se jouer à l'attrition. Nehekhara a réveillé tout le monde, donc personne à relever. Les CV n'ont aussi personne à relever dans le désert. Exactement. Le fait est que les morts-vivants de Nehekhara vont se faire quand même relever, car ils peuvent se soigner à un effet moindre, certes, que les contes vampires, mais les squelettes morts-vivants de Nehekhara, tu peux les relever. Tu lui tabasses un coup de masse dans la tronche, tu lui fais un sortilège, il va se relever. Il va se relever, peut-être avec un bras en moins ou que ce soit, mais il restera un guerrier squelette roi des tombes. De l'autre côté, bien évidemment que les contes vampires disposent d'une puissance incroyable. Ils sont légions, bien évidemment. Ils sont beaucoup plus nombreux que les rois des tombes, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, ils ont une martialité qui est bien moins avantageuse que celle des rois des tombes. J'arrive enfin à suivre un stream. Eh bien, Night Dust, installe-toi, pose-toi. C'est le 5e chapitre de la Terre des Morts.
de Nagash, pardon. C'est le 5e chapitre de la fin des temps. Si tu es pro Roi des Tombes, tu vas passer une mauvaise soirée. Si tu es pro Conte Vampire, tu vas passer une bonne soirée. Oui, je vous ai un peu spoilé ce qui se passe, je sais. Donc, pour vous expliquer un petit peu, je vais vous sortir un plan qui est très pratique pour la soirée. Voilà. Je suis pro Vampire. Ah! En parlant de Luthor, Dave et amis du chat, y a-t-il une game d'impression 3D pour des codes vampires et surtout y a-t-il une règle éditée? Oui, c'est ça. Spoiler, le livre s'appelle Nagash. Spoil, la mort gagne. On est d'accord. Grumpy, pour ma part, ouais, j'ai regardé pour avoir une armée code vampire, mais c'est compliqué à imprimer. Donc voici un petit peu les plans de la guerre qui vont se passer, qui pour moi est une guerre totale d'usure. C'est vraiment une guerre, pour moi c'est une guerre même que les codes vampires ne peuvent pas gagner. C'est une guerre qui est impossible parce qu'aucune faction de toute l'histoire, même les peaux vertes qui sont techniquement, une fois qu'ils sont lancés, sont inarrêtables, même les Skaven, l'une des pires forces du monde de Warhammer pour te prendre par son noircerie, aucune de ces grandes puissances n'a réussi à soumettre Neekara. Surtout depuis qu'ils sont morts-vivants et encore moins depuis qu'ils sont commandés par Cetra. Les Arabéens devant cette guerre, je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Ils sont déjà tous morts les Arabéens, Quentin. Nagash est une figurine, ouais, c'est pas Cetra. Ouais, Liliade, ça peut donner un indice. Ça peut donner un indice. Donc comme vous voyez, ils vont partir, leurs forces mort-vivantes vont partir de Nagashizar, en tout cas pour tous les Mortarks dont je vous ai parlé, Manfred, Krell, Arkan, Elsnitch, Neferata, mais il y en a un autre qui va arriver un peu plus tard. Regardez, elle est marquée là, on la voit pas très bien, et pourtant qu'est-ce qu'elle est importante? C'est la flotte de Luthor Harkon, qui est juste ici, le pirate capitaine. Et comme vous voyez, les rois des tombes, eux, ne sont pas restés inactifs. Bon, ils ne sont pas restés inactifs. En fait, les rois des tombes se mobilisent depuis à peine un an. Et ils se mobilisent en mode défense. Alors, je peux comprendre. On t'ordonne défendre Khemri, défendez Khemri. Ok. Mais pour moi, les rois des tombes, c'est des conquérants, c'est pas des défenseurs. Mais bon, on va pas commencer à critiquer. Est-ce que tu as le meilleur ou le pire cardio du coup? C'est ça. Et en fait, les rois des tombes vont être commandés par des grands généraux. Bien évidemment, hein, vous imaginez bien que c'est pas tous les petits rois des tombes qui vont faire leur loi. Non, non, non. Là, c'est les très grandes dynasties qui vont s'allier. Ils vont même s'allier littéralement. Vous avez principalement 3 grandes factions rois des tombes qui vont essayer de contrer, vous l'avez vu sur le plan, je vous le remontre, les avancées qui sont en trident, en fait, à l'intérieur des terres de Neekara. Vous avez Manfred von Karstein, qui, lui, va contourner le plus à l'ouest, en passant par le fleuve Mortis, en se dirigeant vers le fleuve Mortis lui-même, en passant par la route d'invasion la plus classique. C'est-à-dire que c'est lui qui prend la plus facile. Il avait même négocié, Manfred von Karstein, pour attaquer sur le flanc ouest, voulant arriver, bien entendu, le premier à Khemri. Le seul souci, c'est que c'est la route d'invasion la plus connue. Et en face, il va tomber contre l'un des rois les plus stratèges et surtout les plus aguerris, Beedesh II, le roi de Zandri, le roi des forces terrestres de Zandri. Parce que Zandri, ils ont 2 rois. Ils ont le roi de la flotte terrestre, de la flotte maritime, parce que c'est un port, et le roi des armées terrestres. Ce sera la bataille des 5 grandes dynasties. Ah, presque. Donc Manfred, il va attaquer et il va être contré par Beedesh II. Bon, un des seigneurs légendaires les plus puissants du jeu contre un roi qu'on ne connaît pas. Je vous décrirai ce qui va se passer. À Zandri, il y a beaucoup de poussière, beaucoup. Il y a beaucoup de peinture aussi. Du côté du centre, c'est Krell, accompagné de Dieter Elsnitch, donc un personnage qu'on n'a pas beaucoup écouté ou qu'on n'a pas beaucoup connu dans le monde de Warhammer. Il apparaît 1 ou 2 fois, Elsnitch, mais il est justement devenu Mortark, le gars. Écoute, pourquoi pas. C'est le nécromancien le plus puissant du côté de... Nécromancien, c'est-à-dire qu'il est ni vampire, ni nécrarque. C'est un humain. C'est un humain qui est devenu nécromant. Qui est avec Krell pour faire les sortilèges. Tandis que Krell, lui, donc je vous rappelle Krell, le roi revenant,
le fameux roi revenant, ancien champion du chaos, qui a été soumis par le Lichmaster. Le Lichmaster est mort, et justement, son nouveau maître, c'est Arcane. Arcane qui n'est pas dans sa cohorte, qui n'est pas dans le groupe d'armée qui avance avec Krell. Il joue contre l'équipe D. B, aucun mérite. Voilà, mais attendez, on va en parler des équipes B. Sauf qu'en face de Krell, c'est l'un des rois, si vous êtes genre roi des tombes, c'est l'un des rois les plus adorés de l'univers des rois des tombes. C'est le roi Phare, le roi de Numas. Le roi de Numas qui est très célèbre dans le lore des rois des tombes. Un énorme stratège lui aussi, quelqu'un qui... Pardon. Excusez-moi, quelqu'un qui connaît extrêmement bien la guerre et qui même est le seul des rois à foncer en avant et à ne pas rester défensif. C'est-à-dire que le fait de Phare, le roi Phare, il va même non pas rester dans la plaine de sel qui est le territoire des rois des tombes, il va monter jusqu'à la rivière Malade car son plan consiste à arrêter les forces mort-vivantes à la rivière Malade et non pas à Numas après qu'ils aient passé le marais de la folie. Bon, c'est des morts-vivants, le marais ça ne pourra que les ralentir, mais ça lui permet justement à Phare, vous voyez, de foncer en direction du nord avec une armée colossale pour contrer les forces de Krell. Enfin, c'est le flanc Est. Le flanc Est qui, Nagash, il envoie bien sûr celle qui est toute désignée, la reine de ce territoire-là, la reine exilée qui n'attend qu'une chose justement de retourner là-bas, Neferata. Neferata, qui on le rappelle bien, a survécu à des embuscades gobelines et à des guerres gobelines qui ont failli la tuer. Elle a survécu à ça. Elle a survécu à ça parce que scénario de la guerre contre les, de l'assaut contre la porte de Valaya et la guerre contre les nains. Et il l'envoie, Nagash envoie Neferata à Lamia, alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas une grande combattante, que ce n'est pas une grande générale. Il le dit hein, même dans le roman. Ils le disent dans le roman que ce n'est pas une grande stratège. Elle est beaucoup plus douée pour l'espionnage, l'assassinat, etc. Elle n'est pas vraiment douée pour la guerre, mais il l'envoie là-bas juste parce qu'elle fera diversion. Parce qu'à Lamia, si elle arrive à Lamia, il y a des protections. Lamia, c'est une terre maudite. Hein. Il n'y a aucun roi des tombes à Lamia. C'est une cité abandonnée. Il y a des esprits torturés qui attaquent n'importe qui. Mais si elle va à Lamia, elle va tellement énerver les rois des tombes de Razetra, de Marak et de Libaras, 3 dynasties en une seule, surtout Libaras bien sûr, qui est celle de Khalida, pour monter en direction de Lamia et donc occuper 2 à 3 factions des rois des tombes sur les 7. Mais elle est protégée par le scénario aussi, celle-là. Ah, je sais, mais que veux-tu? Donc, on a ces 3 axes. On a les 3 axes des rois des tombes. On a Manfred qui sera contré par Beedesh. On a Krell et Elsnitch qui seront contrés par Phare. Et on a Neferata qui se prend 3 généraux dans la gueule. Mais on va surtout retenir, bien entendu, Khalida, hein, qui est envoyé contre Neferata. Mais dans tout ça, vous allez me dire, je vous ai pas parlé d'Arcon. Je vous ai pas parlé des côtes vampires. Je vous ai pas parlé de toute sa fucking flotte. Parce que je vous rappelle que le gars, hein, il a donc l'une des plus grandes flottes du monde à ce moment-là. Il a même peut-être la plus grande flotte de toutes. Parce que Luthor Arcon, là, ce qu'il a, c'est non seulement une flotte, mais c'est une flotte mort-vivante. Une flotte mort-vivante qui possède des armes de feu. Des armes à poudre. Aucun autre roi des tombes n'a ça. Aucun autre conte vampire n'a ça. You're a pirate, c'est ça. Et justement, ce cher Luthor Arcon, lui, va attaquer de l'ouest. Il va attaquer de l'ouest et sa cible, bah, vous le voyez, hein, vous le voyez à peine, mais vous le voyez quand même, elle est là. C'est de prendre Zandri, pendant que le plus gros de l'armée de Zandri, n'oubliez pas qu'il y a toute la flotte, hein, mais pendant que le gros de l'armée de Beedesh II affronte Manfred von Karstein. C'est le plan de Nagash. Envoyer la flotte à l'ouest et attaquer sur 3 axes différents au nord. Eh bien ça, jamais il gagnerait. En faisant ça, Nagash ne peut pas gagner la guerre. Merci Todoug, merci énormément pour ton 7e mois de sub, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te soutenir, continuez, vive Battle, merci beaucoup à toi. En faisant ça, Nagash, il a presque aucune chance. Vraiment. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Luthor est toujours schizophrène ou il a réussi à guérir? Non, non, il est toujours fou, il est toujours fou. Parce que les rois des tombes, là, ils attaquent pas. Ils sont en mode défense. C'est-à-dire que là, les rois des tombes,
vu qu'ils sont, entre guillemets, tous réveillés, ils disposent d'une des plus grandes armées également que pourrait connaître ce morceau du monde, à ce moment-là de l'histoire. Pour l'instant, les orques lancent l'assaut sur bagarre, presque. Les rois des tombes sont ultra aguerris, ils vont être commandés par leur plus célèbre grand roi. Settra reste à Khemri. Settra va réussir à fortifier Khemri à un niveau inqualifiable. Pendant ce temps, Nagash et Arkhan vont rester à Nagashizar. Les rois des tombes vont mettre en place une immense stratégie de défense. Comme je vous l'ai expliqué, le roi phare va tenter de bloquer les forces à la rivière malade, juste ici. Il va tenter de les arrêter à cette fameuse rivière, de les encaisser dans cette rivière naturelle, formant une ligne de défense presque impossible à passer pour Krell. Ça sera une guerre d'usure. Ceux qui auront le plus de sorciers et le plus de mages gagneront. Et sinon, il a des contingents de chars que personne ne peut arrêter quand il se lance. Du côté du roi Behedesh, c'est une toute autre tactique qui va être utilisée. Carmen Frey utilisant l'axe pour venir au plus facile, le plus connu, le plus simple, celui qui a toujours été un axe d'invasion pour les Néhécariens. Behedesh II va tout simplement, depuis le fleuve Mortis, donc depuis ici, jusqu'au nord, il ne va faire qu'enterrer ses troupes. Ah oui, c'est des morts. C'est des morts vivants. Behedesh II, il va enterrer toutes ses armées pour faire comme les scorpions du désert et attendre que l'ennemi passe au-dessus de toi pour l'attaquer au pire moment. Ça va être une énorme guerre d'embuscade à l'ouest. Ça va être extrêmement, extrêmement intéressant. Enfin, du côté est, Neferata, à peine aura-t-elle posé le pied à Lamia que bien évidemment, les forces au sud vont toutes lui foncer sur la tronche pour la défoncer. Mais encore une fois, elle est là exprès pour ça. Elle sait qu'elle ne pourra pas tenir Lamia. Lamia est détruite, Lamia est maudite. Elle n'aura jamais assez de temps pour lever une armée suffisamment conséquente pour retenir 2 à 3 cités de l'Est. Mais par contre, elle a ses vampirettes. Je vous rappelle que c'est elle qui a le plus de vampires dans son armée. Elle risque de faire extrêmement mal dès qu'elle va tomber sur d'autres rois. Le but, tuer les têtes couronnées pour justement ralentir les armées de Settra. La guerre des tranchées version roi des temps, on pourrait dire. La stratégie des elfes sylvains. Attention, Zalibou, attention. Et les hommes lézards des terres du sud, c'est inexistant. Alors, Michael le Déchu, d'ailleurs, tu le sauras. J'ai relu le bouquin hier. Et à ce que j'ai compris, les hommes lézards du sud ont été tués par Khalida. C'est elle qui les a détruits. Parce que dans le roman, il est décrit que Khalida, elle ne chevauche pas un serpent de nécropole comme vous connaissez sur Total War Warhammer. Elle chevauche une barge qui flotte sur les sables. Et cette barge qui flotte sur les sables serait un artefact qu'elle a récupéré dans la cité homme lézard du sud qu'elle a détruite. Comme Jabba le Hutt. Oh my fucking god, maintenant j'ai l'image. Au secours. What the fuck? Ouais, je suis plutôt d'accord. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Genre, ils en parlent sur 3 lignes et c'est tout. Ah, complètement Saul. C'est vraiment juste dit ça. C'est un vaisseau Nécron, putain, je le savais. Elle aurait pu chevaucher un squelette de Slan, j'avoue. Elle a tué le Slan Jabba et a volé sa barge. Pour moi, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Elle est sur un palanquin. Elle est sur un palanquin de Slan. C'est subtil, hein. C'est subtil, mais c'est décrit comme ça. Et je trouve ça génial. J'avais complètement oublié ça. J'ai relu ça hier soir. Moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça absolument trop bien. Bon, en même temps, je suis pro Khalida, mais c'est normal. Donc, voilà les forces en présence qui montent au nord, sans compter, bien sûr, hein, bien évidemment, sans compter toutes les forces de Bagar, de Quattar, de Zandri en elle-même, hein, les forces de Marak, les forces de Razetra, quelques forces de Khalida, quoique non, toutes les forces de Khalida partent au nord. Mais tout ça, bien entendu, est envoyé à Khemri pour renforcer en plus, pendant que le nord et l'ouest, sans que l'ouest ne le sache, vont être attaqués et vont tenir le plus longtemps possible pour tenter même, pourquoi pas, de tuer des mortarques. La fléclochette de merde, ouais, j'avoue, j'avoue. Donc voilà un petit peu le plan de la guerre.
Et pour moi, une guerre comme ça, c'est impossible que les morts-vivants contre vampires la gagnent. Les rois des tombes sont trop aguerris. Les rois des tombes sont trop organisés par rapport aux yak des contes vampires. Ouais, les contes vampires, c'est compliqué. Mais les contes vampires de ce côté-là ont leur Mortark. Ils ont des grands seigneurs qui sont tous alliés. Enfin, alliés. C'est très vite dit. Manfred, qui est très isolé à l'ouest. Krell, qui est tout seul avec un seul grand nécromancien et une vingtaine d'autres petits nécromanciens. Et Neferata qui part en Solang. Il n'y a que la flotte d'Arkon, qui pour moi je le connaissais pas très bien ce personnage quand j'ai lu, je vous l'avoue, hein, je le connaissais pas très bien les codes vampires. La flotte d'Arkon qui pourrait être un énorme avantage, mais le problème c'est qu'il va falloir passer à Zandri, et comme à Zandri je vous ai dit, le roi BDH2 il est parti affronter Manfred, mais le roi BDH2 il dirige les forces terrestres, car à Zandri il y a un autre roi qui lui défend le port, avec la flotte intégrale de Zandri et Khemri. Le mec, il a une flotte colossale, le roi du port, voilà c'est ça, qui est massé, il est littéralement massé dans le fleuve Mortis et le delta du fleuve Mortis pour empêcher une invasion par le fleuve. Bah en fait, la flotte de Khemri, il y a des navires qui sont envoyés depuis Khemri, c'est décrit comme ça. Je suis pas sûr qu'ils aient une flotte à Khemri, mais en tout cas il y a des navires qui sont envoyés par Khemri. Mais tu sais que c'est la flotte de Zandri véritablement. Donc voilà. Il s'appelle On. Il a un phare. Alors, je suis pas prêt hein, pour ce soir, je vous le dis tout de suite. Je suis pas prêt. Alors, vous voulez qu'on commence par lequel? Allez, le chat, c'est vous qui choisissez. Vous participez un peu parce que voilà, hein, vous glandez là, vous faites rien. On commence par qui? Je sais plus écrire. Serment et alors, honneur. Ouest, centre, est. Et merci beaucoup, Jean-Ry, merci beaucoup pour ton prime de ton 3e mois. Et merci, Boom Reboom, merci beaucoup pour ton follow. Allez, votez. Donc à l'ouest, Manfred, Luthor, tout ça. Au centre, Krell. Putain, mais je suis débile. Oh là 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 là. J'ai fait un stropole de merde. Excusez-moi, attendez. Comment je peux le supprimer? Je peux pas le supprimer. J'ai fait un sondage pourri, je suis désolé. J'ai mal tapé. Putain, je vous l'ai dit, je suis crevé. Ah là là. Bon, ça a l'air de partir pour l'ouest de toute façon. Vous êtes à 67%. Ouais, mais c'est sacré choix. Ouais, je suis désolé. Centre-Est. J'ai tapé Centre-Est, quoi. Je suis désolé. Ah, on s'en fout. Vas-y, votez déjà, ça nous donnera un ordre d'idée. Votez, ça nous donnera un ordre d'idée. Allez-y, allez-y. Donc voilà. Pour moi, comme je vous le dis, il peut pas gagner. On dirait un parti politique. Vote truqué, je suis pas raciste. Faites une égalité du coup. Ouais, voilà, allez-y, amusez-vous, faites une égalité. Allez-y, allez-y. Allez, vous êtes 90 personnes là, votez, 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 votez. Film 2h moins le quart en Jésus-Christ. Non, pitié, Todou. Pitié. Allez, allez, votez, votez, votez le chat. Faites votre 50-50, vous serez content. Pour une fois, je suis content qu'on parle pas des nains. Ouais, vaut mieux pas qu'on parle des nains pour l'instant. Ah, pour l'instant, vous faites pas d'égalité, les gars. Hein. On est à 52 pour 48. Vous faites pas d'égalité, je suis désolé. Hein. On va devoir faire donc un choix. Vous allez donc réussir à faire un choix. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est affreux. Il se moque de tout. Ah! Chais! Eh bien, vous avez fait un 51%. Voilà. Voilà, 51%. On va commencer par l'ouest. Eh bien, voilà, vous l'en avez décidé ainsi. Surtout que centre comprend les deux résultats de vote. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Les mecs qui attendaient la dernière seconde, je les ai vus, hein, je les ai vus, hein, je les ai vus. Tant d'efforts, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Salut Pépéric, j'espère que ça va bien. Donc, commençons par l'ouest, commençons par Manfred van Karstein et Luthor Harkon. Alors, Manfred. Manfred, il est parti en direction de l'ouest sur la partie facile.
Voilà. Il est littéralement parti sur la partie facile parce que il sait que le chemin est ouvert. Il sait que ce n'est pas Noumas qui va lui tomber dessus, qui lui fait un peu peur. Il sait qu'il ne va pas passer par le marais de la folie. Il sait surtout qu'il ne va pas aller à Lamia. Il ne veut pas aller à Lamia, ça l'intéresse absolument pas. Lui, ce qu'il veut, c'est y aller vite, aller simple. J'ai découvert ta chaîne il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup ton format de récit. C'est très plaisant à écouter. Et bien, merci énormément, Adibou, pour ce gentil message. Et bienvenue parmi nous. N'hésite pas à follow la chaîne. Manfred, version de facilité. Manfred, il est soumis à Nagash. Là c'est foutu. Hein. Il est vaincu, il est battu. Il sait qu'il va falloir attendre le vrai bon moment pour trahir Nagash s'il y arrive. Mais il sent que ça va un peu lui quitter, ça va lui glisser entre les pattes. De plus, Manfred est ultra pas content. Parce qu'il est dans une guerre qu'il ne veut totalement pas. Et surtout, il est très loin de la Sylvanie. Pour lui, Manfred, c'est le maître de la Sylvanie. C'est lui le maître de ça. Personne ne peut lui enlever. Sauf que Nagash, il vient de réinvoquer qui il n'y a pas longtemps? Il vient de réinvoquer Papa Vlad. Et Manfred, il est en train de se claquer les couilles contre les genoux, là. Il a un peu peur. Parce qu'il se dit, attends, mais grand patron, il est revenu. Donc ça veut dire que c'est lui le nouveau maître ou c'est moi? Ou qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est pour ça qu'il se décide d'aller au plus vite et au plus proche. Parce que lui, il veut tabasser Neekara et il veut remonter pour aller tuer Vlad. Voilà, et puis après tuer Nagash, c'est son but. C'est pour ça que Manfred, même s'il est soumis à Nagash, il reste un Mortark. Et il est très pressé, et il est très puissant, Manfred. On l'a vu dans le premier livre, hein, il a bolossé tout le monde. Manfred est extrêmement puissant. Surtout qu'il vient de recevoir un cadeau, un espèce de cadeau de la part de Nagash. Il a reçu un Dread Abyssal. Alors les Dread Abyssal, c'est les terreurs des abîmes, techniquement. Vous savez, c'est ces fameuses nouvelles figurines qu'ils avaient eues pour End of Time. Des espèces d'énormes chats monstres volants, là, morts-vivants, qu'on pourrait donc traduire comme terreur des abîmes. Des abysses, pardon, terreur des abysses, qui ne ressemblait pas du tout à ça sur les vieilles figurines, mais c'est pas grave. Donc il a gagné un peu en prestance. Il est plus sur son petit cheval pourri. Même s'il a une prestance déjà de folle. Et Manfred, vu qu'il est très pressé et très orgueilleux, il ne supporte surtout pas avoir d'autres vampires avec lui parce qu'il ne les aime pas. Hein, et pour lui, c'est lui le maître des vampires. Il n'a avec lui que 3 vampires. Il a avec lui que 3 vampires. Et ces 3-là, il les aime pas. Mais genre, il les aime pas du tout. Il sait qu'il y en a un des 3 qui est vendu à Neferata, la reine des vampires. Il sait qu'il y en a un autre qui est vendu à Arcane. Et l'autre, le dernier, il ne sait pas. Le souci, c'est qu'il ne sait pas vraiment qui est qui. Ce qui fait qu'il va les tester pendant tout son voyage et il va plus se concentrer sur le fait de trouver qui sont les traîtres dans ses rangs. Parce qu'ils sont alliés vraiment entre guillemets, hein, les Mortards, qui se détestent entre eux. Hein. Il déteste même Nagash aussi, c'est juste que Nagash est trop puissant. Et Manfred, son but, ça va être de bousiller les mecs dans ses rangs, qui le trahissent en les envoyant à la mort, pour qu'il reste le seul maître et arriver à Khemri solo, tuer Settra, gagner la guerre, donner la clé de Khemri à Nagash et se barrer. Un jour, je serai le même vampire, je me battrai sans réviser. Merci beaucoup, Dalidrou, merci beaucoup pour ton Prime. Et le 6, merci beaucoup. Merci pour toutes ces soirées, merci à toi. Voilà donc pour Manfred. Sauf que le souci pour Manfred, c'est qu'à force de faire ça, bah, il va se faire avoir. Oui, il va se faire avoir parce qu'il est con. Il avance en Neekara. Il avance en Neekara avec ses acolytes vampires, avec ses chevaliers, avec ses rois revenants, avec ses chevaliers de sang. Il est très connu pour avoir certainement l'armée d'élite la plus puissante. Il a une armée d'élite, hein, Manfred. Il combat des rois revenants, il combat avec des gardes des cryptes, des rois revenants. Il combat avec des vampires chevaliers de sang sous les ordres d'un des vampires qui lui sont loyaux, entre guillemets. Il commande des chevaliers noirs. Et surtout, il commande après... Tout le reste, ce sont des créatures légères, entre guillemets. Ce sont des loups, ce sont des chauves-souris qu'il soumet en quelques secondes. Les fameuses créatures noires. Il est un peu con, mais on l'aime bien, Nagash. Salut Komodo, j'espère que tu vas bien. Et Manfred, justement, en ne faisant que s'occuper de ces 3 qui le suivent, donc Helmut von Karstein, Gorgievich Krakewald, un mec de Harkon, donc des chevaliers de sang, qui commande les chevaliers de sang qui l'accompagnent, et je sais plus lequel est l'autre. Gunther von Grecht, un vampire de la lignée des von Karstein aussi. Ces 3-là l'accompagnent. Ça lui prend beaucoup de son temps. Et il va se faire choper. Il va se faire choper parce que je vous rappelle que en face, non, c'est pas Phare, c'est BDH2. En face, il y a le roi BDH2.
Et le roi Béhédej II, je vous rappelle qu'il a enseveli ses armées sous les sables pour attendre le bon moment. Je vais aller vite pour ce qui est des batailles, parce que les batailles sont très longues et le chapitre est long. Pour vous faire simple, Béhédej II et son armée, le roi de Zandrie, personnage pas du tout connu dans le monde de Warhammer, contrairement à Manfred en tout cas. Si vous lisez un petit peu les rois des tombes, vous connaissez un peu Béhédej II, mais plutôt moyen. Hein. Zandrie, on connaît plus le port de Zandrie. Béhédej II va littéralement bolosser Manfred. Il va le défoncer. Il va tuer un de ses acolytes. Il va défoncer la moitié de ses chevaliers de sang, voire presque tous. Il va démonter ses rois revenants avec des Ushabti qui sortent des sables, des légions de chars qui sortent d'on ne sait où, des chevaliers de nécropole et des rôdeurs sépulcraux qui te font tomber en poussière au simple regard, des scorpions des tombes, des sphinx de guerre ensevelis sous les sables, tout ça, ça vous tombe dessus ensevelis sous les sables. Disons que Manfred, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Et en fait, Manfred se fait bolos et doit, au bout de quelques semaines de combat, reculer jusqu'à la côte. Mais en fait, ce n'est pas lui qui le décide, c'est Béhédej II qui l'envoie vers la côte pour tout simplement l'acculer et le défoncer. Manfred va se faire rétamer. Il va perdre la moitié de son armée, entre guillemets, ce sont des morts vivants, et il va se faire acculer, littéralement acculer et encercler sur la côte ouest. Manfred, en moins de 3 semaines, est foutu. Salut la mort court, j'espère que tu vas bien. Et ça, je pense pas que vous le pensiez. Si vous n'avez pas lu le bouquin, je ne pense pas que vous y attendez. Il s'est bien fait acculer, littéralement. Le roi des tombes qui lèche l'oreille de Manfred. Ah, ça doit être râpeux. Enfin quelqu'un pour bolosser Manfred, c'est ça. Mais il y a un mais. Attendez. Manfred acculé. Voilà. Incroyable. Sauf que le flanc ouest... Eh ben oui, sauf que... Mais... L'énorme mais... C'est que sur le flanc ouest, il y a qui donc? Il y a Luthor Harkon. Luthor Harkon, il est fou. On va pas se mentir, il est complètement lunatique. Il n'est pas fou, pardon, excusez-moi. Il est lunatique. Il n'est pas facilement contrôlable. Mais il a avec lui un capitaine, le capitaine Drekla, qui est un vampire avec un crochet, typique vampire pirate. Et le plan de Luthor Harkon, la demande que lui a fait Nagash, c'est de prendre Zandrie et de remonter le fleuve Morty jusqu'à Khemri, avec toute sa flotte. Et Luthor Harkon, il sait que Zandrie, non. Zandrie, il ne la prendra pas par la force, c'est pas possible. Il faut qu'il soit malin. Sauf que Zandrie, pour la prendre de force, ça marcherait pas. Et être malin contre Zandrie, ils sont tous entassés dans le fleuve Mortis, c'est des morts vivants, tu ne peux pas les faire fuir, ça va être compliqué. Ce qui fait que Luthor Harkon, il va faire échouer 250 navires sur la côte arabéenne. Donc plus loin à l'ouest. Il va volontairement envoyer ses navires vers la côte qui vont se faire défoncer. Luthor a un capitaine crochet. Ouais, il a un capitaine crochet. Drekla, il s'appelle. Il va envoyer ses navires, enfin une bonne centaine de navires, deux centaines de navires, s'envoyer s'échouer contre les rochers d'Arabie. Pendant que sa flotte, sa grande partie de la flotte, reste. Il a plus de 1500 navires, je crois. C'est marqué dans le roman. Même plus, je crois. Il a des milliers de navires. Et en fait, Luthor, il va juste envoyer, avec ça, en fait, en faisant ça, il envoie Drekla, il envoie donc son capitaine s'échouer. Ce sont des morts, ils s'en foutent. C'est des morts vivants, ils s'en foutent complètement. Et il va envoyer une armée de zombies boucaniers sur les côtes arabéennes. Et le plan, c'est que Drekla, donc son capitaine crochet, avec ses vampires, vont remonter la côte et détruire toutes les cités, enfin pas toutes les cités, mais toutes les fortifications de Zandrie, les tours de garde, les tours de guet, les tours à catapulte à crâne hurlant, en attaquant toujours au meilleur moment, parce que Neekara ne s'attendra pas à une attaque par les terres. Quel est l'intérêt de s'échouer plutôt que de débarquer? Parce que les côtes arabéennes sont beaucoup trop dangereuses pour faire des débarquements en fait. Tu ne peux techniquement, le lore nous explique que tu peux débarquer en Arabie que par les ports.
Et ils veulent pas aller attaquer à la laïque parce qu'il n'y a plus rien. Parce que faut pas oublier aussi que Luthor, il pille. Il veut pas faire tout ça pour rien, il veut du pognon, le gars. Les Arabiens qui voient les zombies, putain, pas eux. Bah, techniquement, les Arabiens sont tous morts. Il n'y a aucune mention des Arabiens. Si, il y a juste Dracula qui tue les Arabiens sur le chemin, mais tu sens que c'est des réfugiés, quoi. Et donc, il va remonter jusqu'à Zandri par l'ouest pour attaquer la cité à l'arrière, alors que lui, Luthor, va foncer dans le piège du roi de Zandri, du roi de la flotte de Zandri. Alors, je remonte le plan de bataille. Alors, excusez-moi, je ne suis pas stratège militaire, mais t'es né Icarien. T'es né Icarien. Tu sais que ton ennemi arrive au nord. Ok. Mais tu sais que t'es aussi bordé par des côtes. Bon, alors tu vas me dire, ouais, mais attends, de l'autre côté, c'est l'Arabie, etc. T'as des côtes. Il y a des côtes. C'est un désert, certes, mais c'est des morts qui arrivent. C'est pas des mecs qui ont soif. T'envoies des troupes à l'ouest? Je sais pas, pour vérifier que personne te prend par derrière. Je sais pas. Je sais pas. Ah bon. C'est le scénario. C'est le scénario. C'est le scénario. C'est très simple. La bataille du port de Zandri. Juste surveiller un peu, quoi. Juste surveiller un peu au moins, quoi. La bataille de Zandri, de la bataille maritime, l'une des seules qu'on a dans le roman d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, je trouve. La bataille de Zandri va être terrible. Alors là, par contre, si vous êtes lecteur Roi des Tombes, vous lisez la bataille de Zandri, vous vous dites, non mais sérieusement, ils prennent le roi de Zandri, l'un des meilleurs pirates, enfin, l'un des meilleurs général maritime des Néicariens, le meilleur. Le mec, il accule tous ses vaisseaux dans le fleuve Mortis, dans le delta. Il les met tous dans le delta. Un amiral, merci Lynch. Il les met tous dans le delta, l'amiral. Il n'en met aucun au large. Alors, il y a une explication à ça. Il y a une explication. C'est qu'il sait que tout le delta est protégé par des forteresses à catapulte à crâne. Donc le plan de l'amiral, c'est de laisser rentrer les contes vampires dans le delta pour qu'on leur tire dessus. Oui. Alors je sais pas vous, mais pour moi je trouve déjà c'est un plan complètement con. Tu t'enlèves pas ta mobilité pour moi. Surtout que c'est très précisé dans le roman que les côtes vampires, ils ont des armes à poudre noire, ils ont donc des fucking canons qui ont une portée qui est quand même plus grande qu'une catapulte. Ils ont la Grendès, l'énorme canon que vous avez dans Total War Warhammer, l'énorme mortier qui détruit les navires les uns après les autres en un seul coup. Ils ont donc une portée meilleure. Ils ont donc des voiles meilleures, mais par contre, ils ont des navires extrêmement abîmés, les côtes vampires. Ils ont des navires fragiles. Et les rois des tombes, leur spécialité, c'est l'éperonnage. C'est le fait de te rentrer dans la gueule en bateau. Et les mecs se massent dans un delta. Il a voulu faire le Saint-Goulet. Ouais, j'avoue. Il a trop regardé les vidéos de MAF. Bataille de l'Écluse au début de la guerre de 100 ans. Oui, mais si c'est le début de la guerre de 100 ans et du côté français, on n'en a pas beaucoup gagné. Hein. Mais voilà, ça peut être intéressant cette stratégie. Mais pas contre un mec qui tire plus loin que toi. Déjà rien que ça. Et bien entendu, vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu. Ah oui, bien sûr, évidemment, c'est pas drôle sinon. C'est pas drôle pour les rois des tombes. Les rois des tombes vont se faire surprendre. J'avais enfoui dans l'eau une flotte pour les prôner. C'est pas con, c'est pas con. Les rois des tombes vont se faire surprendre. Le capitaine Dracula va saboter les tours de guet qui protègent les côtes du delta pendant que
les Néhécariens vont batailler onglet sec, enfin onglet sang, enfin pas vraiment, mais on s'en fout, je connais pas cette expression, vont éperonner des navires, mais vont se faire catapulter par d'autres. Les coups de vampires vont arriver au dernier moment, au dernier vraiment, à la dernière morceau de portée qu'ils ont, vraiment au tout dernier last stand moment. Ils vont sortir une arme secrète que personne n'a jamais entendu parler dans le monde de Warhammer en étant utilisée comme une arme. Les coups de vampires ont amené avec eux de l'ustrie, les vessies et les glandes des salamandres de l'ustrie, de milliers de salamandres de l'ustrie. Et vont les lancer comme des grenades et foutre le feu aux navires néhécariens qui sont extrêmement sensibles au feu. Ils ont des énormes oiseaux zombies. Ils ont des... Non. Si, oui, ils ont les charognards. Métalliquid, pardon. Oui, ils ont les charognards. Et il t'explique que la flotte néhécarienne, qui est beaucoup plus propre, faite en bois noble, va brûler 20 fois plus vite que les navires des côtes vampires. Parce que les navires des côtes vampires, ils sont tout vermoulus et ils sortent de la mer. Je sais pas si mettre le feu à un navire qui a pour le seul but de t'éperonner soit une bonne idée. Bah justement, c'est ce qu'il nous explique dans le scénario, c'est que certes les navires côte vampires sont beaucoup plus fragiles et donc explosent quand ils se font éperonner, et ils prennent moins feu parce qu'ils sont vermoulus. Les côtes vampires qui ont inventé le feu grégeois. Voilà, c'est littéralement, ils ont tout. Hein. Ils ont la poudre à canon, ils ont les assauts par la côte que personne ne voit venir, et ils ont le feu grégeois. Comment tu veux perdre le scénario quant à ça? Le port de Zandri va être défoncé en quelques heures. La bataille va même pas faire plusieurs jours, elle va faire des heures. Voilà. Ce qui va durer le plus longtemps, c'est remonter le fleuve. Parce qu'en fait, les navires qui coulent des rois des tombes, bah, ils coulent. Ouais. Mais un mort-vivant, ça respire pas. Ce qui fait que ça va être de déblayer les carcasses de navires et de pas se faire choper par les morts piégés dans le limon. Qui va ralentir le plus les échos de vampires. Alors, bon, je radicalise, hein, bien sûr. Les côtes vampires perdent 3/4 de leur flotte quand même dans cette bataille. Ils ont plus que quelques centaines de navires à la fin de la bataille. Mais quand tu dis que c'est des morts-vivants, est-ce que les pertes c'est important dans une guerre de morts-vivants? Pas vraiment. Je dis que les rois attaquent de front en guerre maritime. C'est précisé, Quentin, qu'ils attaquent par éperonnage. Bataille de Port-Réal mais à l'envers, littéralement. Ils auraient pu s'en servir comme d'une diversion volante qui fait bien chier les vampires. De quoi, Métalliquid? Ah, les charognards, oui, bah, par exemple, oui. Les charognards sont même pas présents, je crois, dans les romans. Je sais même pas s'ils sont précisés dans une des batailles, les charognards. Bon, les figurines sont dégueulasses. Stylé, Star Wars. C'est l'un de mes artworks préférés. Des coups de vampire. Donc, la bataille de Zandri est perdue. Malheureusement, la bataille de Zandri du port est perdue. Le fleuve Mortis est donc ouvert. Donc, la route de Khemri est ouverte. Et oui. Mais, comme par hasard, incroyable, hein, vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est bien écrit quand même? Je vous le rappelle, Manfred, il s'est fait bolos par BDH2. Il s'est fait défoncer. Et il s'est fait repousser vers l'ouest, repousser vers la mer. Là où BDH2 savait qu'il y avait ses navires, pour le piéger complètement. Et qui sait-il donc pas, au moment le pire pour Manfred, mais vraiment le pire, hein, au moment où il est foutu, où il sait qu'il est mort. Qui sait-il donc pas qui est de l'autre côté de la colline, en bordure vers la mer? On l'a perdu, mais les bateaux franchés ont été attachés les uns avec les autres dans l'embouchure d'un fleuve et ils se sont fait défoncer. Ben voilà. Ils auraient même pu bombarder les bateaux comme des terradons, ouais, c'est ça. Ils auraient pu être même kamikazes. Mais voilà. En gros, Manfred va être sauvé par Luthor Harkon. BDH2 sera vaincu par la toute-puissance de la flotte de Luthor Harkon et la nécromancie de Manfred. Harkon, c'est l'arrivée d'Aragorn à Minas Tirith dans le Retour du Roi. C'est littéralement ça, hein, c'est littéralement ça. Donc voilà comment se passe le flanc ouest. Dommage. C'est dommage quand même. Hein. C'est dommage. BDH2 qui met une bolosse à Manfred, c'était magnifique. Mais Luthor Harkon. N'oubliez pas que moi, quand je l'ai lu à ce moment,
Je connaissais pas trop hein, les codes vampires. J'ai fait mais c'est qui ce connard? Qui est Luthor Harkon quoi, s'il vous plaît, je comprends pas qui c'est. Comment le mec il peut avoir une flotte aussi puissante? Mais maintenant que je connais mieux le lore, c'est sûr que ouais, c'est pas pareil. Mais voilà, à 2 contre 1, c'était enfin à 2 contre 2 techniquement. Hein. Ils ont fait égalité, sauf qu'au bon moment, eh bien, ils ont gagné. Les contes vampires donc gagnent le flanc ouest et donc le fleuve Mortis leur est ouvert en direction de Khemri. Du TDR, t'es qui? C'est à peu près ça. Allez, on va parler du centre. On va parler du centre quand même, on va parler du centre. La guerre Krell contre Phare. Alors celle-là, elle est très sympa. Celle-là, elle est très 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 sympa. Le combat entre Krell, hein, le roi revenant, et Dieterys Lich, n'oubliez pas, un énorme nécromancien surpuissant. Je trouve que c'est le plus douloureux à écouter ce chapitre pour l'instant. C'est pas fini, c'est indécent, c'est pas fini. Je suis désolé, mais on est obligé d'en parler. On est là pour ça. C'est un mauvais moment à passer, sauf si vous êtes contre vampire. Le roi Phare, extrêmement célèbre, comme je vous le disais, parce qu'il est très 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 connu pour ses tactiques de guerre. Même si BDH2 était champion de l'embuscade, Numas, sa forteresse, ses armées d'amalgame, sont faites d'être extrêmement connus pour ses armées de chars, font de l'armée de Numas l'une des plus grosses forces qui est envoyée au nord. Le roi Phare est vraiment ultra puissant en termes de stratégie, il est vraiment très très bon. Mais en face, il a le roi revenant le plus puissant et il a un des nécromanciens les plus puissants. Enfin, il a le nécromancien le plus puissant de Nagash. La bataille va être assez incroyable. Je vous l'avoue, hein, moi je l'ai apprécié celle-là. Surtout qu'en fait, ce sont, comme je l'ai dit, les deux plus grosses puissances. Manfred, il avait une armée exceptionnellement d'élite. Bon, la flotte de Harkon s'est fait défoncer à 3/4 à Zandri. La plus nombreuse, c'est Krell. Et il a tout, Krell. Il a des horreurs des cryptes, il a des ghouls, il a des zombies, il a des guerriers squelettes, de l'Averland hein, qu'il a ramené, il a des mecs qui se lévitent qui l'ont suivi, on ne sait pas comment il les a eus. On sait qu'il a des nécromanciens sous les ordres de Dieterys Lich. Il a des Terrorgeist, il a des chevaliers noirs, il a plein de trucs comme ça. Il a d'autres rois revenants qui l'accompagnent, des gardes des cryptes, etc., etc. Il a plein de choix dans son armée. Il a des Vargeist aussi, bien sûr. Et en face, Phare, une armée extrêmement endurcie. La bataille de la rivière Malade va être, je ne vais pas vraiment vous la décrire parce qu'elle va être extrêmement rapide. Elle va vraiment être, je te pousse, tu me pousses, je te pousse, tu me pousses, je te pousse, tu me pousses. La bataille va vraiment être tournée comme ça. Le plan de Phare, c'était que il ne fallait pas qu'il passe la rivière. Si il passait la rivière et créait une tête de pont, il ne pouvait plus l'arrêter. Il aurait dû combattre non pas sur une guerre où il devait empêcher l'ennemi d'arriver, mais il allait devoir faire une guerre véritable sur la plaine de Sel, qui est plus au sud, pour attirer l'ennemi vers Khemri et surtout pas vers Numas, qui est moins bien défendu que Khemri. La bataille va être assez colossale. Dieterys Lich va démontrer sa toute puissance dans ses... c'est quoi les horreurs des cryptes? C'est des ghouls mutés, en fait. C'est des énormes ghouls. La rivière Malade va être une victoire de Phare. Vraiment, littéralement. Le mec, il va même pas combattre pendant la bataille de la rivière Malade. Il va être sur une colline, il va regarder la bataille. Et au bout de quelques jours de bataille, il va faire c'est bon, c'est gagné. Il n'y a pas besoin en fait. On va même pas faire de guerre en fait, ça sert à rien. Ils n'arrivent pas à passer. Ils sont tellement massés, les rois des tombes de ce côté-là. Et je vous rappelle que ces contes vampires-là n'ont pas d'armes de tir. À part les cris des Banshees ou des Terrorgeist, ils n'ont pas de catapultes, contrairement à Phare qui en a ramené. Ils n'ont pas de tireurs, contrairement à Phare qui a ramené des archers et des Ushapti. Ils ont des archers, des âmes damnées, les Nécariens. Bref, ils ont une parfaite armée pour défendre un territoire. Sauf ah mais ce scénarium. Sauf que les nécromanciens, ils ont la magie. Ils ont une magie beaucoup plus puissante. Ils ont vraiment une magie qui permet de beaucoup plus repoper les mecs. Et avec un assaut millimétré de Krell, où il envoie la totalité de ses Vargeist au même endroit pour créer un trou dans les rangs Roi des Tombes, et qu'il envoie après un groupe entier de rois revenants avec lui à sa tête et des gardes des cryptes, il va réussir à créer une tête de pont que les nécromanciens vont
vont non-stop faire popper sans arrêt, jusqu'à ce qu'au final, la bataille soit un peu prise de court. Mais Far se doute que sa position défensive peut tenir, peut pas tenir, etc. Et je sais plus pourquoi à un moment il recule. Ah, excusez-moi, je vais vérifier parce que j'ai un peu oublié ce passage. Tac, 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 tac. Je vérifie vite. Ouais, je sais plus. Je sais plus pourquoi, mais à un moment, en fait, il se passe un truc. Ouais, c'est... Ah oui, voilà, il envoie une armée... Enfin, il envoie des groupes de Vargas et de Vargulf. Enfin bref. C'est à qui le kebab de Squig? Merci Didier Deschamps Magnétique, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue parmi nous. Bref, la bataille de la rivière Malade ne se passe pas comme prévu et Far est obligé de reculer. Je sais plus pourquoi, je suis désolé, j'ai oublié. Il y a tellement de trucs qui se passent dans ce chapitre, j'ai autre chose à vous dire. Bref, Far va reculer, mais il ne va pas perdre la bataille. Il décide simplement qu'il doit entrer en action avec ses chars. Sauf que ces chars, s'il les envoie vers la rivière, ils n'auront presque pas d'impact. Il faut qu'il traverse tous ses rangs et que derrière, il faut qu'il fasse des mobilités, etc. Ça marche pas. Sa grande puissance, c'est ses chars. Ce qui fait que Far est obligé de reculer, mais comme je vous l'ai dit, il va attirer Krell et toute son armée vers Khemri. Parce qu'il sent qu'il ne peut pas contrer, en fait, les nécromanciens qui sont en face. Ce qui fait que le plan de Numas, le plan du roi Far, c'est parfait. C'est d'emmener Krell non plus sur une guerre frontale, mais sur une série d'escarmouches. Il va l'emmener dans la plaine de sel et il va attaquer avec ses chars au meilleur moment, au moment où ils sont trop écartés, au moment où ils sont trop isolés, et il va viser une seule chose, les nécromanciens. Et c'est là une guerre qui va durer plusieurs semaines. Là, c'est vraiment un affrontement qui est vénère, qui est violent. Et pourtant, malgré tout ça, la centaine de milliers de morts qui descendent du nord ne vont pas être arrêtés. Far, il va tuer des nécromanciens à la pelle, il va abattre Elsnitch dans le ciel avec ses Ushapti, mais ça va pas le tuer, hein, bien entendu, évidemment, il va avoir les os brisés, mais c'est un mort-vivant, il se relèvera. Les blagues sur le roi Far, ouais, vous êtes chaud ce soir, je les lis pas parce que j'ai pas le courage, mais allez-y, faites-vous plaisir. Mais le roi Far va énormément ralentir Krell, malheureusement, sans réussir pour de bon à l'arrêter. Voilà pour le centre. Enfin pour l'Est. Bon alors là pour l'Est... ça. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Pour l'Est... c'est Neferata. Neferata, qui sait ce qui va se passer. Neferata va devoir affronter sa Némésis. Neferata va tomber sur l'armée de Libaras, l'armée intégralement commandée par Khalida. Et elle va tomber aussi sur l'armée de Marak. Parce que Marak, il y a un roi et quelques dynasties qui détestent Neferata, parce que Marak, étant la ville la plus proche de Lamia, ils ont subi aussi des morts à cause du vampirisme. Le roi Tarouk et Khalida vont s'allier pour monter à Lamia. Neferata, elle sait qu'elle est là comme un appât. Elle sait qu'elle n'est pas douée pour la guerre, mais elle a quand même... Hein? Bon. Elle a quand même un petit plan. Hein. C'est quand même la reine des vampires, c'est pas rien. En fait, Neferata, elle va suivre les ordres. Elle va attirer les ennemis ici. Et en fait, elle va les retarder le plus longtemps possible. Son but, simplement les retarder. Sacrifier ses damoiselles, sacrifier tous ses généraux, sacrifier toute son armée. Elle s'en fout. Le but, c'est simplement de ralentir. Mais si elle pouvait tuer sa cousine, ça irait bien. Mais bon, pas la tuer elle-même. C'est une reine, hein, Neferata. C'est une reine. Une reine vampire. C'est pas elle qui va la tuer. Elle veut battre sa cousine. Prouver quelque chose. Je veux le duel Neferata-Khalida, le match retour. Exactement. Khalida, de son côté, la reine Aspic, une femme qui a été tuée par Neferata, mais qui a été protégée, son âme a été protégée par la déesse Aspic, qui est devenue son héroïne. Khalida, elle, ce qu'elle veut, c'est abattre Neferata une bonne fois pour toutes. Elle veut la tuer. Et la grande bataille va se passer à Lamia. Je vous le rappelle que Lamia n'appartient à personne.
c'est une cité maudite, c'est son nom dans Neekara. Il y a des esprits, un peu, vous savez, des esprits éthérés, les banshees, les chevaucheurs d'outre-tombe, etc., qui ne sont ni du côté des contes vampires, ni du côté des rois des tombes. Alors que Nagash est revenu, mais cherchez pas, c'est des fantômes. Et tout simplement, ils vont s'en prendre d'abord aux troupes qui arrivent, les forces de Neferata, puis après, ils vont s'en prendre à tout le monde. Et les rois des tombes vont... Alors, je vais pas dire rouler sur la ville, mais tu sens que Neferata, elle en a pas grand chose à carrer en fait. Hein. Elle explique tout simplement que à un moment, un conseil où elle a toutes ces fameuses damoiselles, la vingtaine de vampires qui la suivent, ou même plus, hein, avec sa fameuse, hein, je vous rappelle, sa préférée, Imantet, qui est sur son trône de sabbat. Elle explique bien sûr que regardez, Lamia, ma terre, mon château, ma demeure. C'est ici que tout est parti de toute mon histoire. C'est ici que lorsqu'ils seront tous battus, je redorerai ce blason. Mais pour l'heure, nous ne sommes là que pour occuper les lieux. Nous ne sommes là que pour abattre nos ennemis. Elle leur fait un petit serment, un petit discours, etc. Mais aux vampirettes, à toutes ces damoiselles, parce que ça reste quand même ses filles, entre guillemets, elle leur explique que dans le palais royal de Lamia, elle leur montre un endroit. Elle leur montre un souterrain. Le souterrain que Neferata a pris lors de sa défaite, alors que Aborash tenait la ville. C'est ce souterrain qui lui a permis de s'enfuir. Et elle leur explique que, au moment où je vous appelle, les filles, rejoignez-moi ici et on partira. Je n'attendrai personne. Je vous appelle, vous venez, vous n'êtes pas là à l'heure prévue, vous êtes abandonnés sur place, je referme derrière moi. Notre but n'est juste que de lui gagner du temps. Et après ça, elle va retenir les rois des tombes. Et les rois des tombes vont lui défoncer la tronche. Mais vraiment. Vraiment, la guerre de Lamia, elle se fait quartier par quartier. Mais heureusement qu'il y a les esprits qui attaquent tout le monde, qui ralentissent les rois des tombes. Ouais, non, parce que vraiment, ils se font défoncer. Hein. Les rois des tombes sont commandés par Khalida et par Marak. Ça rigole pas. Vraiment, ça rigole pas. La puissance combinée des rois et du roi et de la reine écrase les forces morts-vivantes qui sont présentes. Il n'y a que le moment où justement Neferata lâche ses vampirettes dans le combat que là, ça commence vraiment à être d'égal à égal. C'était protectrice pour vampires maltraités. Ben justement, lorsque les vampirettes vont se lâcher, lorsqu'elle va lâcher sa cour, en fait, hein, la cour de Lamia, là, ça va pas être pareil. Il y aura beaucoup plus de pertes du côté roi des tombes. La bataille va presque tourner court jusqu'à ce que le roi de Marak commence à bolos des vampirettes. Parce que dans le côté des vampirettes de Neferata, il y a justement Imantet, qui est sa première, sa favorite, qui a le pouvoir de séduction, qui même du côté des rois des tombes morts-vivants, peut retourner des esprits et en faire des coquilles vides pour les défoncer derrière gratuitement. Et en fait, Imantet, sur son trône de sabbat, va être tué par le roi de Marak. Le roi, le seul qui est venu combattre... que les autres sont restés derrière, il y en a plusieurs des rois, parce que lui voulait venger la mort de son père, de sa mère, etc., qui avait été tué par des vampires. Et ce roi-là, qui est le roi de Marak, Tarouk, le roi Tarouk, avec son fléau, va défoncer le trône de Sabbat, mais sera tué en même temps, en fait. Ils vont s'entretuer parfaitement, égal à égal. J'ai le trône de Sabbat et pas la notice de montage. Tu peux l'avoir sur internet, c'est un dessin. Salut Nomade. Donc, Imantet, la favorite, est tuée. Ah là, c'est une très grosse perte pour Neferata. Au moment où Imantet est tuée, Neferata, c'est que c'est foutu. C'était sa meilleure générale, c'était sa meilleure combattante. Bon, allez, tant pis, j'en retrouverai une autre plus tard. Elle est à peine triste. Et elle commence à s'enfuir en passant par les souterrains. Le seul problème, c'est qu'avant ça, dans la bataille, Khalida traque les vampires. Elle traque les vampirettes. Elle connaît sa cousine. Elle sait qu'elle combattra pas. Khalida va choper les vampirettes les unes après les autres et va les faire parler. Dis-moi où est-elle? Et il y en a une qui va lui parler du tunnel.
Mis à part le fait que Neferata, à un moment dans la bataille, sort pour défoncer du sphinx de guerre parce qu'elle veut quand même un peu goûter à la guerre, etc. Et qu'elle reste pas très longtemps parce qu'elle voit justement, Imhotep mourir. Elle se dit, bon, allez, ouais, là, je me tire. Et d'ailleurs, petite anecdote très sympa, elle n'est pas sur son truc volant, son dread abyssal, Neferata, à ce moment-là de la bataille. Elle le donne à une de ses petites filles, une de ses petites vampires, en disant, va chercher les copines, on s'en va. Et en fait, elle a dressé sa créature pour qu'il reste dans la bataille parce qu'elle déteste la vampire qui est dessus. Je trouve ça rigolo, je trouve ça mignon. Voilà. Et justement, Neferata va tomber dans le tunnel face à Khalida. One by one. Face to face. Toutes les deux à pied. Toutes les deux prêtes à s'affronter. Et Neferata ne va jamais réussir à toucher Khalida. Par contre, Khalida va réussir à défoncer Neferata. Elle va l'estafiler de partout. Elle va lui trancher son visage absolument magnifique de reine des vampires. Elle va la défoncer. Round to fight. Là, c'est un fatality, littéralement. Khalida est intouchable. Elle a l'air d'être protégée par une déesse. Là, Neferata, elle comprend qu'elle va se faire défoncer. Elle va mourir. Elle va perdre. Elle va se faire tuer. Cependant... Oh là 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 là. Cependant, au moment où Neferata et Khalida vont... Enfin, où Neferata va recevoir le coup de grâce, un éboulement se produit. Un éboulement se produit. Et Neferata fera un bond gigantesque, se glissera dans le tunnel et l'éboulement empêchera Khalida de suivre sa cousine. Encore un éboulement, mais c'est un running gag. Voilà, 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 voilà. Comme de par hasard. Ouais, on est d'accord que là, par contre, c'est un peu abusé. Quand même. Alors, l'éboulement, comment ça, un éboulement? C'est pas l'escavette, non, 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 c'est juste qu'il y a la bataille au-dessus et que ça provoque des éboulements. Tu devrais tenir un compteur de cependant. Ah là, dans ce chapitre, j'aurais explosé le compteur. Mais du coup, Khalida, elle est pas morte. Oh non, 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 il y a vraiment juste eu un éboulement Night Dust devant eux. Et genre, le tunnel, il est toujours là. C'est juste qu'il y a le... C'est littéralement le cheat code qui te fait popper un mur, tu sais, devant toi et non, tu peux pas passer. Donc voilà. Voilà comment se termine la bataille de Lamia. Hein. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus, à part que Khalida survit à la bataille, le roi de Marak par contre est mort, et que Neferata a rempli son rôle. Elle n'a pas tenu très longtemps, elle l'explique, elle n'a pas tenu très longtemps, mais ça sera largement suffisant pour le scénario, ne vous en faites pas. Et voilà. On va dire qu'elle a utilisé un point de destin, c'est à peu près ça. Ça arrive souvent dans les batailles, les éboulements? Oh. L'anneau d'Evan Karstein, c'est de la gnognotte à côté du cheat code de Neferata. Ah mais complètement. Hein. Complètement. Hein. Neferata, mais elle s'en sort à chaque fois, mais what the fuck, hein, franchement. Je m'en peux plus de cette code. Dès que je finis cette guerre, je lui démonte sa race. C'est à peu près ça qui va se passer. C'est à peu près ça qui est le plan de Nagash. Hein. Donc, vous l'avez compris, le seul endroit où les rois des tombes ont gagné, parce que véritablement les contes vampires ne voulaient pas la garder, c'est Lamia. Le reste, ils ont tout perdu. Entre guillemets. Ce qui fait que nous sommes à la bataille finale. Ah, la bataille finale. L'attaque sur Khemri pour prendre la pyramide noire. Sauf, cependant, depuis le début, je vous ai pas parlé de deux gars. Je vous ai parlé d'Arkon, je vous ai parlé de Manfred, de Elsnitch, de Krell, de Neferata. Je ne vous ai pas parlé de Nagash. Et je ne vous ai pas parlé
de Arkhan. Que font ces deux-là pendant tout ça? Pendant tout ça, Nagash est à Nagashizar. Nagash, accompagné d'Arkhan, qui est le seul à avoir le droit d'être là, parce que Nagash est en train de s'affaiblir à un niveau incroyable. Pendant tout ce temps, depuis que les armées sont parties de Nagashizar, que vous voyez, depuis qu'elles sont parties, donc depuis plusieurs mois, Nagash, au moment où il a lancé ses armées, a créé un sortilège. Un sortilège qu'il n'a été capable de faire que parce qu'il a consommé les âmes, toutes les âmes des prisonniers qu'il a fait depuis qu'il est parti de la Sylvanie. Des centaines de milliers d'orques, des milliers de survivants des principautés frontalières. On ne sait pas d'où ils viennent, ils sont déjà tous morts. Et beaucoup de centaines de nains qu'il a chopés sur le chemin. Il a dévoré toutes leurs âmes et il a lancé un sortilège colossal. Un sortilège de nuages noirs. Le méchant. Et ces nuages noirs n'ont pas fait que suivre ses armées pour éviter que le soleil brûlant de Nehekhara et la lumière de Nehekhara ne les fassent tomber en poussière. Il a refait le même sortilège, si vous voulez, de Manfred sur la Sylvanie, le grand nuage noir, les grands nuages noirs qui bloquent la lumière du jour. Et en fait, son sortilège, maintenant, alors que les batailles continuent, recouvre Nehekhara tout entier. Et tu comprends, dans le roman, que ce sortilège, c'est tout simplement des boosts de magie de la mort. Le mec, en fait, il envoie un sort qu'il est incapable de faire dans le lore. Ils expliquent même que ça le met dans un tel état de fatigue et qu'il était incapable de le faire s'il n'avait pas bouffé toutes les âmes de ses prisonniers et s'il n'avait pas bouffé l'âme de Valaya. Donc le gars, il lance un sort. Allez, je le lance. Vas-y, tente. Bah écoute, mec, bien joué. J'ai envie de dire, bien joué, mec, bien joué. Pas mal. Je m'y attendais pas pour le scénario. Heureusement que les rois des tombes ont un phare. Oui, bien sûr. Double 6, coup de balle. Voilà, c'est ça. C'est ça, Quentin. C'est un sortilège qu'il avait déjà utilisé quand il était encore vivant. Il y en a beaucoup moins puissant, il me semble. Oui, mais à cette échelle, il ne pouvait pas le lancer. Même dans son état de réincarné. C'était trop fort. Il a fallu vraiment manger des âmes. Manger des âmes de nains pour lancer des sorts, c'est un concept. C'est un concept, en effet. En même temps, c'est un mage de la mort. Donc, il peut bouffer des morts, enfin des âmes. Comment avait fait Manfred en Sylvanie? Il avait sacrifié un des 100 divins pour lancer son sortilège juste sur une petite région de la Sylvanie. Nehekhara, c'est 12 fois plus gros, 20 fois plus gros. Bref, un sort à 40 plus avec 2 dés. Ouais, il a fait double 6. Et tout simplement, en fait, Nagash a recouvert Nehekhara de ce sortilège. Mais on est bien d'accord, le livre s'appelle Nagash. Il va pas faire que ça. Nagash, solo, tout seul, après s'être remis bien sûr de cette épopée, va tout simplement... Alors j'ai pas très bien compris, parce que j'ai un peu survolé, je vous avoue que à la 3e défaite Roi des Tombes, j'ai commencé à en avoir un peu marre, j'ai commencé un peu à survoler. Je sais pas trop comment, mais Arkhan, non pardon, Nagash, excusez-moi, va arriver à Marak. Ça veut dire qu'il est passé par la Mia ou qu'il est passé par les montagnes, enfin je sais pas, Il va arriver à Marak. Et tu vas comprendre que Marak, ce sont des traîtres. Ils reconnaissent Nagash comme le grand nécromancien. Non, je demandais si c'était le même sort qu'en Sylvanie. Oui, c'est le même sort qu'en Sylvanie, mais à un niveau colossal. Parce que Nagash, quand même, il émane du pouvoir de la mort elle-même. Il est le plus puissant sorcier de la mort. Point barre. Il est même l'homme qui est presque devenu un dieu. Il est à ça de devenir un dieu. Et les mecs de Marak, vu que le seul roi loyaliste, il est parti au nord, aider Lybaras et Khalida contre Neferata, bah la ville, elle a plus que des traîtres à l'intérieur. Et ces traîtres
Ce culte mortuaire qui se trouve à Marak, donc les prêtres, vont rejoindre Nagash, mais vont aller à Khemri. Ils abandonnent Marak. Ils laissent le dernier roi loyal à Settra dans son sarcophage sans le réveiller, alors que les ordres de Settra, c'était de le réveiller. C'était le supérieur d'ailleurs du roi qui est parti à Lamia. Et en fait, alors que les prêtres partent en direction de l'ouest, Nagash va dévorer ce roi. Il va dévorer cette âme, une petite âme goûtue pour une petite vengeance personnelle. Et Nagash, à partir de là, disparaît. Il disparaît. On ne sait pas ce qu'il devient. Il suit pas les mecs incognito, hein, il peut pas, il est trop puissant, on le ressortirait. Il disparaît. Voilà. C'était juste son petite apparition. Bonjour, je suis Nagash. Hop, je disparais. C'est pour ça que commence la bataille de Khemri. Allez, on va un peu accélérer. La bataille de Khemri, alors là... La bataille de Khemri, je crois qu'elle fait au moins 25 pages. Parce qu'il se passe des trucs en même temps, il y a plein de trucs. La bataille de Khemri, c'est fucking Settra qui commande toutes les armées. Il a prévu on ne sait combien de stratégies. En face, il y a Krell, il y a Elsnitch et surtout, bien sûr, il y a Arkhan. Bien évidemment, Arkhan, lui, a quitté Nagashizar pendant tout ce temps et a enfin rejoint Krell. Donc là, Elsnitch, grand nécromancien, commence à avoir un boss à côté de lui. Ben oui, il a Arkhan. Pendant ce temps, rappelez-vous, Manfred, hein, lui, il suit la rivière. Alors vous allez me dire, attends, mais passer par là avec Krell, hop, faire le grand tour, paf, 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 combattre hein, dans la plaine de sel contre le roi Phare. Comment il a pu arriver, Krell, alors qu'il combattait le roi Numas, il recombattait à Phare, il combattait ici. Pourquoi il est arrivé? Pourquoi Arkhan est là? Comment il a fait? Ben en fait, tout simplement, le roi Phare, il va perdre la plaine de sel, alors qu'il met des bolosses. Hein. Il défonce tout le monde, il défonce quasiment tous les nécromanciens de l'armée. Mais Elsnitch, vous savez, le personnage qu'on connaît pas, ou qu'on connaît à peine dans quelques livres. Elsnitch, le nécromancien qui s'est fait tirer dessus, qui s'est fait abattre, mais qui a juste perdu son cheval et tous ses os, mais on s'en fout, c'est un mort-vivant. Il va dire, attends, Krell, attends, j'avais oublié, mais sur moi, j'ai des morceaux des parchemins de Nagash. J'ai des morceaux de ses grimoires que j'ai copiés, hein, parce que c'est des grimoires, ils sont avec Nagash. Et je peux te faire des trucs si tu veux, je peux te créer des créations tout en os qui vont défoncer les chars. Vous savez, en fait, c'est les créations, ce qui va donner les ossiarques plus tard. Je sais plus comment ça s'appelle, pas les Morghast. Si, c'est les Morghast, je crois, parce que tu as les Mortarques et les Morghast. Vous savez, ces espèces de chauves-souris entièrement en os, avec des grandes hallebardes à deux mains. Il a feuilleté le livre des règles, c'est ça. Et en fait, il va faire popper ces créatures d'ossement au moment où les chars arrivent. Et il va défoncer 90% des chars de Phare en une seule bataille, en une seule escarmouche. Et Phare va reculer et il va se dire, bah non, bah c'est foutu, tant pis pour Khemri. La bataille de la plaine de sel et la rivière malade se termine juste comme ça. C'est pour ça que là, j'ai commencé à survoler les batailles. Parce que j'ai vu un leak de figurines, ça te dit qu'on les joue? C'est exactement ça, Quentin. Pour l'instant, il jouait à jeu égal et c'est là qu'ils sortent les nouvelles figurines. Il y a un DLC pour les morts vivants dans la poche, exactement ça. C'est les dieux des rois des tombes dans le lore, je crois qu'ils sont soumis aux forces de Nagash. C'est possible, Zadibou, mais là, je t'avoue, c'est anecdotique de qu'est-ce que c'est en lore, ces créations-là. Tu sais juste qu'elles sont soumises à Nagash par le pouvoir de Elsnitch et ses incantations. Mais vous allez me dire, quand même, faire tout ça, c'est beaucoup plus lent que de passer par le fleuve. Le fleuve, c'est beaucoup plus rapide que passer dans le désert, même si t'es un mort-vivant. Et pourtant, la flotte de Harkon, elle est faite pour ça. Ils sont marins, les mecs, ils savent faire. Surtout qu'en plus, avec eux, ils ont l'armée de Manfred maintenant. Sauf que je vous ai dit que Luthor, il pille. Il veut du pognon. Ce qui fait que Luthor Harkon et Manfred von Karchen, 2 Mortarques sur 5, vont quasiment pas combattre. Ils vont arriver qu'à la fin. Vraiment, le Seigneur des Anneaux, deuxième fois. Ils arriveront qu'à la fin. Parce que Luthor aura les cales pleines d'or. Il aura ravagé Zandri et son territoire. Je reviens à la bataille de Khemri. La bataille de Khemri, Settra, il est prêt.
Cetra, il est prêt et il sait comment faire. Il sait comment abattre l'ennemi. Il sait qu'il faut tuer pour de bon Arcane et Nagash. Les autres ne sont que du menu frottin à ses yeux. Il veut tuer ces deux-là. Arcane parce que c'est un grand traître. Et Nagash parce que c'est lui qu'il faut tuer. C'est son ennemi. Le plan pour Cetra, c'est de capturer Arcane ou Nagash s'il se montre, de l'emmener dans le temple de Khemri lui-même, dans sa propre forteresse, à l'intérieur même de sa pyramide, pour faire un rituel, le rituel du Shirian, qui est le dieu des morts, je crois, dans le lore des rois des tombes. J'ai pas tout révisé, excusez-moi. Pour en fait brûler son âme une bonne fois pour toutes et qu'il ne puisse pas être réincarné. Lors de la bataille de Khemri, Krell va mourir des mains de Cetra. Voilà, Krell va faire défoncer par Cetra. Et Arcane va également perdre contre Cetra. Arcane va se faire couper en deux par Cetra. Et comme je l'ai dit, Krell à ses yeux est inoffensif. Enfin, inoffensif, menu frottin. Et alors que la bataille de Khemri est colossale et que les rois des tombes tiennent, etc. Mais ils sont morts. Cetra, ayant coupé en deux Arcane, va prendre les morceaux d'Arcane, les attacher à son char, le traîner derrière en mode blablabla comme ça, et foncer en direction de sa capitale, en direction pardon, de sa pyramide, pour le donner au prêtre dans la pyramide et faire le rituel. Sauf que Cetra va pas rester, il a une guerre à combattre, enfin une bataille à faire, et il va ressortir et recombattre. Cependant, qui c'est qui est dans la pyramide? C'est qui ces prêtres d'après vous? Eh bien, dans ces prêtres, celui qui dirige le rituel, eh ben, c'est le traître de Marak. Vous vous rendez compte? Comme c'est quand même bien, hein, le scénario, quand on sait l'écrire. Vous savez, c'est le mec qui a juré de servir Nagash. La capitale n'avait pas de prêtre. Les hauts prêtres... Attends, Quentin, tu vas voir pour ce qui est des hauts prêtres. Mais comment il est arrivé là, lui? Bah, il est arrivé en renfort. C'était le but des renforts de Marak. C'était le but des renforts. Il y a plein d'autres cités qui sont venues gonfler les troupes de Khemri. Donc il y a des mecs de Noumas, il y a des mecs de Qatar, il y a des mecs de Zandri, il y a des mecs de Marak. Il laisse cette direction du rituel à un gars qui est arrivé il y a 2 jours. Alors non, ils sont plusieurs, mais l'idée du rituel vient de ce gars-là. C'est quand même bizarre, non? Nagash arrête de tricher, Nagash arrête de tricher, ouais, j'avoue. Et en fait, il y a plein d'autres prêtres, hein, il y a plein de prêtres présents dans la pyramide. Il est passé où le hiérophante nommé Katep? Attends. Attendez, vous rigolez pas assez les gars, attendez, c'est pas fini. Les plus puissants prêtres de Khemri sont dans cette pyramide, avec quelques-uns de leurs alliés, y compris donc le traître de Marak. Sauf que le traître de Marak, c'est lui qui a eu l'idée, c'est le maître des embaumements, je crois. Et tout simplement, lorsqu'il va lancer le sortilège pour détruire l'âme de Cetra, il va lire un parchemin. Et quand il va commencer à lire, les autres prêtres vont se dire, attends, c'est bizarre. C'est pas les mots qu'on attendait. Et ils vont le laisser finir. Enfin, ils vont le laisser finir. Il va lire très très vite à la fin. Il va terminer son incantation. Il va sortir du corps les âmes de tous les prêtres présents sauf le sien. Ils vont aller dans des vases canopes qui sont devant eux, qui étaient normalement prévus pour Arcane. Et là, Nagash pop. Nagash. Voilà. Pouf. Il est là. Nagash a sa toute puissance. Hein. Après, il a réussi son jet. Nagash, avec son armure, son épée, son bâton, il pop au milieu de la pyramide de Khemri. Cependant, il est legit le fait qu'il le laisse finir. Et bof, par contre, oui. Combo. C'est un tiers des personnes nommées de Warhammer, un tiers de cependant et un tiers de plagiat d'œuvres connues. Surtout le Seigneur des Anneaux. Masse de mort, c'est son... Masse de mort, c'est son sang préféré.
Mort de masse, Nafi. Mort de masse. Et là, je vais un peu accélérer. Je vais un peu accélérer parce qu'on est bientôt à 2 heures et que j'en peux plus. J'en peux plus de ce putain de chapitre. Au secours. Nagash ne va pas attaquer Cetra dans le dos. Et en plus, il ne va pas être repéré. Écoutez, pourquoi pas? Il peut cacher sa magie, voilà, ça. Et Nagash, il va se rendre au temple du Shirian. Il va juste appeler mentalement, vous savez, il va appeler Dieter Snitch, le perso qu'on connaît pas. Il va appeler El Snitch. Il va même pas, genre, remonter Arcane en 2 secondes. Non, non, il le laisse couper en deux. Et il va appeler Dieter Snitch, le magicien nécromancien. Et il va lui dire, rejoins-moi et suis-moi au centre de Khemri. Hein. Le mec le fait. Ils vont tous les deux au temple du Shirian. Et tous les deux, par les procédés de magie de Nagash, là par contre quand même, au moins ils ont fait l'effort d'expliquer que le mec est capable d'ouvrir le portail. Et ben en fait, ils vont dans le monde des morts. Ah, tous les deux. La puissance de Nagash est telle qu'ils ouvrent un portail, vont dans le royaume des morts, et Nagash, avant d'avancer un peu plus loin, lorsqu'il passe le portail, il lui dit à Dieter Elsnitch qui ne voulait qu'une chose dans toute sa vie, c'est ce que nous raconte le lore du personnage, il nous disait je veux avoir tous les livres de Nagash pour les étudier. Nagash va lui dire je te donne tous mes grimoires, tous ceux qui planent autour de moi là, le but que je te demande, lis-les tous, à voix haute, pendant qu'on rentre et pendant que je suis à l'intérieur et que toi aussi tu es à l'intérieur. Comment il fait le Snitch pour arriver jusqu'au temple? Il a une créature qui vole. Ne cherche pas Wildebar, il a une créature qui vole. C'est expliqué comme ça, il a une créature qui vole. Chut, continuons. Nagash va rentrer dans le monde des morts et va affronter Ushirian one by one. Il va affronter un dieu, le gars. Il va affronter le dieu tutélaire des rois des tombes. Il y a un royaume des morts à Battle? Ouais, celui des rois des tombes. C'est le dieu tutélaire des rois des tombes. Nagash va one by one, un dieu. De leur côté, enfin, du côté des contes vampires, n'oubliez pas qu'il y a El Snitch qui est derrière, qui est d'ailleurs dans le monde des morts, il n'est que masse informe et bouche avec des yeux. C'est tout. Il est même plus humain. Il lit les bouquins, et en fait, lire les bouquins sape le pouvoir de Ushirian et booste le pouvoir de Nagash. Scénario, littéralement, il lit le bouquin parce qu'il connaît le script, le gars. Et Nagash va réussir à tuer et à avaler le pouvoir de Ushirian. Donc il devient le maître de la mort et le maître des morts. Au sens large du terme. Un roi des tombes qui combat son propre dieu. Oui, en même temps, Nagash c'est un traître. Hein. Si ce qu'il veut, lui, c'est devenir un dieu. Et lorsqu'il va bouffer Ushirian, alors là, c'est le scénario qui s'arrête, littéralement ou presque. Il va sortir d'une toute-puissance incroyable. Tous ceux qui sont présents lorsque Nagash va percer la réalité vont le voir à une puissance colossale. Tous vont le reconnaître comme le dieu de la mort à ce moment-là, parce qu'il a dévoré le dieu de la mort des rois des tombes, des morts vivants. Les rois des tombes sont toujours commandés par Cetra, n'oubliez pas, donc ils ne se soumettent pas. Mais alors là, Manfred, quand il le voit arriver, parce que c'est à ce moment-là, bien sûr, que Manfred et Luthor Harkon arrivent, genre vraiment l'arrivée de Minas Tirith avec l'armée des morts. Hein. C'est une armée de boucaniers avec des fusils à pompe, des grenades, enfin bref, tout ce que vous voulez, plus l'armée de Manfred, bien évidemment, parce que c'est pas suffisant, qui arrivent par le fleuve et qui prennent dans le dos les forces de Cetra, qui doivent se rallier en ville. Et c'est là la grande bataille finale entre Cetra et Nagash, pardon. Cetra et Nagash, excusez-moi. Petite précision. On n'a pas parlé d'un autre personnage nommé des Rois des Tombes, enfin de deux personnages nommés qu'on n'a pas parlé. Qu'advient-il de Katep? Le grand hiérophante, hein, je vous le rappelle, le grand hiérophante de Khemri. Et un exilé, hein, un traître aux yeux de Cetra. Katep, pendant la bataille, va arriver comme une fleur face à Cetra. Et il va lui dire « Mon grand roi, j'ai la solution. Si Nagash approche,
La seule arme capable de le détruire sera la destructrice d'éternité. C'est une arme du livre d'armée des rois des tombes. Cette arme sera celle qui tuera Nagash. Il l'a dans la main. Il a l'arme dans la main, Katep. Hein. Sauf qu'en face, c'est Settra. Et Settra déteste Katep. Il ne peut pas le blairer. Ce qui fait que Settra va prendre l'arme et va tuer Katep. Et Katep se laisse faire, il meurt. Voilà Katep. Plus puissant hiérophante de tout Khemri. L'un des plus vieux rois liches, enfin prêtres liches, s'incline. Merci Resting Beat, merci beaucoup pour ton 12e mois et ton année de sub avec moi, merci beaucoup de ton soutien. N'oubliez pas qu'il y a un deuxième qu'on n'a pas parlé encore. Deuxième personnage que nous n'avons pas parlé. Personnage légendaire des rois des tombes. Merci d'être venu, Katep. C'est Apophas. Alors Apophas, attends, qui c'est celui-là déjà? Apophas, je vous rappelle, un prince qui a tué un roi qui était son frère. Il est maudit par le dieu Scarabée et pour enlever sa malédiction, il doit tuer quelqu'un, il doit offrir une âme à un gars qui est aussi vil que lui. Pourquoi il a fait ça, ce bâtard? Parce qu'il peut pas blairer Katep. Voilà, c'est tout. C'est expliqué comme ça. C'est la nuée de Scarabée? Ouais, c'est le mec nuée de Scarabée. Ce personnage va se faire réveiller à la bataille de Khemri. Enfin, un peu avant la bataille de Khemri. Et il se fait réveiller par un assassin Skaven. Et ouais. Apophas se fait réveiller par un assassin Skaven. Il le sort lui-même de sa torpeur. Et l'assassin Skaven vient à Apophas pour qu'il lui demande un contrat. Le Skaven va le dire à Apophas: nous avons une demande du Conseil des 13. Nous voulons que vous tuiez l'âme que vous recherchez depuis toujours. Un homme qui a tué son frère, qui a tué un roi, qui sont tous les deux la même personne. Nagash. Apophas va accepter le contrat. Apophas va dire oui, c'est cette âme que je cherche depuis si longtemps. Et il va partir. Petite précision pour cet assassin Skaven qui s'est chié dessus 5 fois dans son petit passage de roman. Il voit le roi des tombes partir, il se dit putain ça y est, j'ai réussi ma mission, trop cool, c'est trop bien. Et quand Apophas il s'en va, il laisse ouvert tous ces pièges à serpents qui recouvrent sa pyramide en fait et qui vont bouffer le Skaven. C'est mignon, c'est mignon. Je pensais que ça allait être Settra. Non, non, c'est pour Nagash, hein, c'est pour tuer Nagash. Donc il abandonne le Skaven, mais entouré de tous ces serpents qui se fera dévorer, bien sûr. Et arrive le moment incroyable. Il y avait cette scène dans la Momie 1, oui, c'est vrai. Moment incroyable. Le face-to-face. Ah bah alors là... Le face-to-face, Nagash vient de sortir de la pyramide. Il dit: je suis le roi des rois, je suis votre dieu, à vous les morts. Inclinez-vous devant moi. Et bien sûr, en face, Settra ne s'inclinera pas. Et il va diriger la plus grande et titanesque charge de chars que le monde de Warhammer n'aura jamais connue. 1 millier de chars de Nehekhara, commandés par Settra lui-même, foncent en direction de Nagash pour l'abattre de toute la puissance de Nehekhara. Et Nagash et tous ceux présents à ce moment-là savent que ça le tuera. La charge est inarrêtable. La charge est colossale. Vous êtes prêts? Cependant...
Nagash, voyant ça, sait qu'il n'a qu'une seule façon de s'en sortir. Lancer le sortilège de destruction ultime. Lancer une espèce de soleil violet de Xerus, enfin une espèce de rayon, un truc comme ça. Alors, il n'en a rien à faire de simple char. Non mais Nightdust, il a beau tuer il a beau avoir bouffé un dieu, il reste physique, Nagash. S'il arrive à le détruire, à détruire cette essence physique, il faudra du temps pour qu'il se reconstitue. Et surtout que là, Cetra, je vous rappelle, il a la destructeuse d'éternité. Il peut le tuer à ce moment-là. Nagash va lancer un sortilège colossal qui va tuer tous les chars sauf 10. Voilà. C'est réglé. Ils sont plus assez puissants. La charge n'a plus d'effet. Et Cetra va se faire choper par Nagash. Voilà. Après, il a réussi son jet. Cetra se fait choper par Nagash, lâche la destructeuse d'éternité et il se fait soulever comme ça. Il se fait tenir comme ça. Parce que Nagash, il est géant, hein, bien sûr. Il est plus du tout une momie de merde, hein, il est géant. Et Cetra, il se débat, mais il n'arrive pas à bouger. Et c'est là. Et c'est là. Incroyable. Que le scénario arrive. Et c'est là que Nagash se fait transpercer dans le dos qui ressort par sa poitrine par la destructrice d'éternité. Apophas vient de le frapper dans le dos. Apophas vient de planter la destructrice d'éternité dans Nagash. Le plan que tout le monde attendait. Mais cependant, j'en peux plus de ce chapitre. Putain, ça fait 2 heures qu'on y est, j'en peux plus. Mais cependant, la destructrice d'éternité se met à geler. Elle gèle. Elle explose. Et Apophas se met à geler. Et meurt. Et Nagash n'en a rien à foutre. Et à ce moment-là, la bataille s'arrête. Cetra, qui est face à Nagash, tenu dans sa main. Nagash le regarde et lui dit « Tu es valeureux. » Alors, je précise, oui, j'ai oublié, mais on s'en fout à ce niveau-là. Et le snitch, il est resté dans le royaume des morts. Hein. Il l'a laissé derrière Nagash, il s'en fout. Hein. Il s'en fout parce qu'il a bouffé le dieu. Voilà. Pourquoi elle gèle? Est-ce que Nagash a bouffé le royaume des morts? Donc Nagash est la mort. Voilà. Il n'est pas arrivé au stade de Dieu, mais il est la mort. C'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est pas précisé pourquoi elle marche pas, la destructrice. Je sais pas, j'ai pas très bien compris pourquoi elle marche pas, mais elle marche pas. Et donc Nagash lui dit, bon bah écoute, c'est très bien, tu reconnais que je suis plus puissant que toi, reconnais que tu ne peux rien contre moi, deviens un de mes mortarques. Toi, Cetra, deviens l'un de mes généraux. Deviens comme Unfred, deviens comme Arcane, deviens comme Neferata, deviens l'un de mes conquérants. Soumets-toi. Et bien entendu, Cetra répondra, Cetra do not serve, he rules. Il ne voudra jamais. Et Nagash va tout simplement le faire démembrer, exploser. Il va le faire exploser. Et va saupoudrer ses morceaux dans le sable au milieu de Khemri. Sa tête, bien entendu, posée pour qu'il voie juste après la destruction de Khemri. Nagash va littéralement détruire Khemri jusqu'à la dernière fucking pierre. Donc Nagash a gagné. Voilà, merci, très bien. Oui, pardon, excusez-moi. Mais quoi, un roi meurt, il vole pas en nuée de scarabée pour attaquer l'adversaire. C'est pour ça qu'il le tue pas, il le démembre, Nehru. Il le démembre juste, il le tue pas. Et je sais, c'est compliqué. La pyramide noire de Nagash est enfin libérée. Le pouvoir du grand nécromancien est activé.
la pyramide noire le catalyse enfin. Il va pouvoir devenir, après plusieurs mois, il va falloir qu'il rentre à l'intérieur, qu'il canalise tout le vent qu'il a échappé. Parce qu'il lui faut le vent de la mort pour être le dieu de la mort. Sinon, ça marche pas. Il n'est que la mort elle-même pour l'instant. Donc, il va devoir se mettre à temps. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Cependant, il a battu que Khemri. Il reste d'autres rois, il reste d'autres reines. Et voilà, vous avez 3 paragraphes qui vous racontent que le roi de Noumas, donc Phare, a continué à combattre mais est mort, tué par Nagash. Et que Khalida, l'anti-vampire total, s'est soumise. Ok. 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 Voilà. Voilà. Ah oui, non, pour Khalida, c'est n'importe quoi. À l'aide. Il n'y a pas une dernière phrase qui dit attends, j'ai pas fini. Il y a un dernier cependant. Il y a un tout dernier cependant, le chat. Le cependant, vraiment du what the fuck. Et vraiment, là, je peux pas. En vrai, le chapitre, le plus dur est de loin. Complètement. La flemme de faire un 6e chapitre. Heureusement, on passera à un autre endroit après. Hein. Oui, parce que là, c'est fini, hein, les rois des tombes. Hein. Terminé. Foutu. On les verra plus. Hein. Dites-leur au revoir. Au revoir, les rois des tombes. Au revoir. C'est mignon. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, je vais juste vous lire le passage. Parce que je vous rappelle que Settra, il est immortel. C'est un roi des tombes. C'est un mort-vivant. T'as beau le démembrer, bah, il reste conscient. Sa tête, elle va faire elle va continuer de te parler. Il a vu la destruction de sa ville et il a vu après un Nagash partir avec sa pyramide noire et puis ciao, so long. Serment et honneur. Merci mon Kai, merci énormément pour tes 28e mois, tier 2 pour le sub, merci beaucoup de ton soutien. Settra, sa tête en tout cas, va voir la destruction de sa ville et va comprendre que sa cité est foutue, que sa nation est foutue, que les rois des tombes sont vaincus. Il va juste murmurer, cela ne peut se terminer ainsi. Et tout d'un coup, il va se reformer. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas. Le corps de Settra va se reformer. Ouf. Il va redevenir Settra. Toujours mort-vivant, hein. Il va juste être reformé. Monsieur Patate. Et je vous lis le passage. Quelle sorcellerie est cela, demanda-t-il. 4 voix qui pourtant sonnaient à l'unisson étaient portées par la brise. Leurs paroles étaient teintées de moquerie. La bataille n'est terminée que si tu le désires. Tu peux encore redevenir roi. Settra ne répondit pas et observa en silence les dunes qui recouvraient Khemri. Je viens de vous terminer, au bout de pile poil 2 heures de stream, le premier livre de la fin des temps. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est les guerriers du chaos qui l'ont... Est-ce que c'est les dieux du chaos? 4 voix qui sonnent à l'unisson mais qui te foutent de ta gueule, ça ressemble aux dieux du chaos. Est-ce qu'ils veulent proposer à Settra de redevenir droit en tuant Nagash? Parce que je précise encore une fois que Nagash est un ennemi du chaos. Et que Settra peut devenir un sujet du chaos. Heureusement que Archaon, une partie de sa flotte fait couler par 4 boulets et 2 vampires. Settra du chaos. Camoulox. Mais, cependant, je termine, c'est le dernier, c'est vraiment le dernier des cependant de ce chapitre. Settra, qui a toute cette fin où tu le vois se faire bolosser, humilié, torturé, pour finalement être reconstitué, avec 4 voix qui lui murmurent tu veux redevenir roi, etc. Le mec n'apparaît plus dans la fin des temps, c'est terminé.
Voilà, 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 voilà. Il a refusé donc. Ils l'ont oublié. Mais quel merdier. Mais monsieur, merci monsieur pour tout ce bon lore. Puisque pas droit des tombes à OS. I'm a poor lonesome cowboy. Voilà, 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 voilà. Voilà la fin des temps. Premier livre terminé.